je trouve que c'est génial de te dire qu'en fait, quand tu te donnes les moyens et quand tu crois en ton projet, et ben, ça marche quoi. Enfin, ça marche. Ça se crée en tout cas. Je sais pas si ça va marcher, mais, mais ça existe. Bonjour à vous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la saison 2 du podcast Les Clés du Gîte. Je suis Laura, toulousaine installée dans le Lot depuis 3 ans et propriétaire du gîte de groupe Le Moulin de Bernard. J'en avais marre de n'avoir personne avec qui parler de mes galères administratives, de passer des jours entiers à faire du ménage et ne croiser personne. Alors j'ai décidé d'aller à la rencontre d'autres professionnels comme moi. Équipée de mon micro et d'un casque sur la tête, j'enregistre les témoignages d'hôtes passionnés et passionnant. Mais ce n'est pas tout. Cette année encore, j'interviewe également des experts qui partagent sans limite leurs connaissances et conseils avec vous. Et parce que jamais 203, cette année ce sont 3 épisodes par mois, avec la découverte d'une marque, d'un prestataire ou d'une initiative. Qui sait, ce sera peut-être votre prochain partenaire. Comme toujours, vous retrouvez les coordonnées de mes invités dans les notes de l'épisode. Enfin, j'ai énormément de plaisir à lire tous vos super messages et avis que vous me laissez sur Apple Podcast ou sur Instagram. Alors merci à vous de faire grandir le podcast et surtout, n'arrêtez pas. Vous me demandez souvent où je puise toute mon énergie et je dois vous avouer mon secret. C'est tout simplement vous, vos retours, vos partages et votre soutien. Allez, place à l'épisode du jour. Bonjour Pauline. Bonjour Laura. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation à témoigner dans le podcast. Je suis super contente de te recevoir. Tu es Pauline de la maison Le Détour en Touraine, mais personne ne peut se présenter mieux que toi, alors je te laisse la parole. Merci beaucoup Laura. Bah, merci beaucoup déjà de me recevoir dans ton podcast parce que je suis depuis le début et je suis très contente d'être là. Donc oui, je suis Pauline Lemoine et je suis la propriétaire du Détour à Chanay-sur-Laton en Touraine. Alors, raconte-nous un petit peu toute cette histoire. J'ai cru voir qu'il y avait eu un petit coup de cœur en octobre 2018, quelque chose comme ça. C'est tout à fait ça. En fait, on a visité la maison en 2018, on a acheté en 2019. En fait, on avait visité plusieurs biens et puis on avait un peu étendu la zone parce que c'était pas tout à fait ici qu'on cherchait à la base et quand on est venu visiter cette maison, bah, on a eu un vrai coup de cœur parce que c'était une journée un peu pourrie, grisouille, et puis quand on est arrivé ici, il y a eu le petit rayon de soleil, le petit écureuil qui passe, enfin il y a eu tous les petits signes, qui nous ont montré que, bah, c'était chez nous, quoi. Ah, excellent. Et après, on a commencé les galères parce que c'était très compliqué de pouvoir acquérir la maison et au final, on a réussi à acheter en 2019 et puis on a commencé les travaux en 2020. Super. Donc tout s'est quand même, enchaîné. Oui, ça va, c'est un bon rythme. Tu détailleras un petit peu les galères, on aime bien ça parce qu'on se sent moins seul. Mais avant toute chose, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Comment est née l'idée de se lancer dans ce projet? Bah, le projet, il est né, je pense, à la suite de notre année sabbatique puisqu'on a pris 1 an pour voyager avec Paul, en Nouvelle-Zélande et en Australie. Ça, c'était entre 2015 et 2016 et quand on est rentré, en fait, on savait qu'on rentrait en France pour une qualité de vie qui était moins bonne que celle qu'on aurait pu avoir si on était resté là-bas. Mais c'est à l'autre bout du monde, donc c'était compliqué, enfin voilà, c'était pas la vie qu'on voulait. Mais du coup, il fallait qu'on apporte du changement dans nos vies quotidiennes, en fait, si je peux dire. Parce que du coup, on était parisiens, donc on était citadins, banlieusards, donc on passait énormément de temps dans les transports en commun. Et après avoir vécu en fait une année de liberté, c'était plus possible, c'était trop oppressant, donc on voulait autre chose. Donc le choix, c'était soit on repartait en voyage, donc on économisait de l'argent pendant quelques années, on continuait nos boulots et on repartait en voyage, soit en fait on quittait la ville et on changeait de vie complètement et et voilà. En fait, on voulait avoir une vie plus simple, plus douce, quitter la ville et du coup, il fallait un peu créer son emploi et se dire: «Ben, en fait, moi, je suis dans le milieu de l'image et je peux pas enfin, faire des prises de vue en dehors de Paris, autre part qu'être basé à Paris, c'est hyper compliqué». Donc du coup, l'idée, c'était de se dire: «Ben, en fait, il faut qu'on crée notre boulot» et c'est comme ça on a commencé à penser à la maison d'hôtes, à peut-être aussi une pépinière, à tu vois? On a un peu potassé et en fait, c'est la maison d'hôtes qui nous semblait le plus évident et le plus nous correspondre parce qu'on adore voyager et que du coup, là, ça nous permettait de voyager, mais depuis chez nous, en fait, en accueillant les voyageurs.
Et vous étiez déjà vous-même client de gîtes et de chambres d'hôtes? Oui, tout à fait, oui, c'est des choses qu'on faisait, quand on voyageait. Alors pas quand on était en Nouvelle-Zélande, on l'a fait peu parce qu'on n'avait pas forcément beaucoup de budget, mais quand on voyage en France, on voyage beaucoup en chambre d'hôtes et par contre en Nouvelle-Zélande, on a fait du woofing, donc je sais pas si tu connais le principe, c'est quand tu vas en fait dans des fermes et tu aides les agriculteurs ou enfin ou les fermiers ou peu importe, l'activité qui est à la ferme et en échange, tu as le logis et le repas. Et du coup, c'est un peu une chambre d'hôte, mais au lieu de payer, tu travailles. Et du coup, tu es chez les gens et tu partages leur quotidien, tu apprends plein de choses. Et c'est aussi ça qui nous a éveillés un peu à l'accueil. Même si c'est différent, mais enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est différent et en même temps, ça se ressemble. Ouais, ouais, non, mais je vois complètement. Et donc, vous voyagez en van et tu le dis, c'était votre première rénovation finalement d'aménager le van en petite maison nomade. Mais là, vos recherches, vous aviez un périmètre défini, vous saviez quelle était la superficie que vous vouliez, dans laquelle vous vouliez investir. Est-ce que c'était précis ou c'est vraiment, vous vous êtes laissé un peu guider au fil des opportunités? Bah, c'était assez précis sur le budget parce que de toute façon, on pouvait, enfin, voilà, avec nos revenus, Mhm. on avait été voir un banquier pour avoir une idée en fait de combien on allait pouvoir emprunter. Et à partir de là, ça nous a permis d'avoir un peu la fourchette, quoi. Donc ça, pour le budget, c'était assez précis. Après, pour le lieu, c'était un peu, ça a évolué au fil du temps, parce qu'au tout début, on voulait la région de Toulouse, puisque Paul, il est dans l'informatique et en termes d'emploi, ça aurait pu être assez porteur. On aurait pu être Oui. voisine. Mais voilà, oh là Et là. et autant on a adoré la ville, autant on voulait être en périphérie. En fait, c'était beaucoup de la banlieue et moins de la campagne. Fallait s'éloigner un peu plus pour être à la campagne ou alors on n'a pas visité les bons endroits, mais on a moins accroché avec la région. Après, on s'est dit la Dordogne parce qu'on a des amis qui sont là-bas, bah, Émilie que tu connais et Oui. mmh et du coup, moi, j'ai eu trop chaud. Je suis normande à la base, alors du coup, c'est de m'imaginer travailler par cette chaleur, c'était compliqué pour moi. Après, on s'est dit la Normandie, puis j'ai ma famille qui est là-bas et c'est quand même de s'installer dans une région où on a des connaissances et des attaches, c'est quand même, un plus. Bien sûr. Et puis après, on s'est dit: «Ouais, mais la Normandie, l'hiver, il pleut quand même beaucoup et est-ce que ça va nous plaire, à vivre tout le temps?» parce que moi, j'y passe toutes mes vacances, mais est-ce qu'à vivre, ça va nous plaire? Et puis la Touraine est venue à nous, qui est un entre-deux parfait, qui est pas trop loin de Paris, qui est quand même assez ensoleillé, qui a un climat qui est hyper clément, qui est hyper intéressant en termes de tourisme aussi, pardon. Enfin voilà, ça cochait un peu toutes les cases, donc on a ciblé la région de Chinon pour être, dans le parc naturel et on a passé 15 jours à visiter des maisons. Il y en a une, Paul a eu un gros coup de foudre, il t'en parlerait beaucoup mieux que moi. Je pense qu'il a vraiment eu le coup de cœur, mais c'était un ancien couvent, c'était en face d'un château, donc c'était architecte bâtiment de France. Donc c'était une rénovation, mais qui était complètement hors budget. Pour le coup, il y avait 2 bâtiments, mais aucun était vivable, donc enfin voilà, c'était très contraignant, mais c'était magnifique. En fait, c'était une maison sur 4 étages et chaque étage avait son propre jardin. En fait, tu avais un espèce de jardin en terrasse. Enfin, c'était incroyable. Ouais. Il y a une petite chapelle au bout parce que du coup, c'est là où les nonnes allaient prier avant. Enfin, voilà, vue sur le château. Enfin, c'était magnifique. Mais pour le coup, moi, je trouvais que c'était une maison très bourgeoise qui nous ressemblait pas forcément. Mm. Donc, il y avait aussi ce côté il faut que la maison, elle nous ressemble parce qu'il faut que les clients voient enfin, je sais pas comment dire, mais que la maison renvoie ce que toi tu renvoies. Tu vois, qu'elle soit à ton image aussi. Voilà. Pourquoi je te raconte tout ça? Pour en venir à notre maison. Combien de visites? On n'a pas fait tant de visites que ça parce que moi je jouais beaucoup à Où est Charlie sur Google et j'ai passé beaucoup de temps à chercher mes maisons et je devrais peut-être Oui. pas le dire, mais c'était marrant parce qu'on se faisait des petits défis avec mes collègues où je leur donnais les indications et on était chacun sur Google Maps à chercher le premier qui va trouver la maison. Et et du coup, on en a éliminé pas mal parce qu'il y en a qui étaient sur papier très bien et en fait, c'était au bord d'une route ou alors il y Oui. avait un chemin de fer à côté. Enfin voilà, donc on voulait pas se déplacer non plus s'il y avait pas Si ça valait pas le coup. Mm. exactement. Et du coup, on a élargi notre, périmètre de recherche parce que le parc naturel, au final, il y a quand même la centrale nucléaire d'Avoine, donc il y a énormément de câbles électriques et du coup, même si le parc est magnifique,
ça collait pas avec le côté écolo qu'on voulait et qu'on a en nous. Donc on a élargi notre recherche pour s'éloigner peut-être un petit peu aussi de cette zone. Et on a atterri du coup au nord du département. Et puis ça s'est un peu bien goupillé aussi parce que la maison, ça faisait 2 ans qu'elle était en vente et en fait les propriétaires venaient de baisser le prix. Et du coup, la maison est rentrée dans notre fourchette au moment où moi j'étendais la zone de recherche. Donc enfin tu vois, c'est les petits trucs du destin qui font qu'elle était pour nous, quoi. C'est clair, elle vous attendait. Exactement. Et alors, elle était en quel état cette fameuse maison? Alors du coup, on a 2 bâtiments. Il y a notre maison à nous et la grange qui est devenue la maison d'hôte. La maison d'hôte, du coup, bah, c'était une grange, donc il y avait une partie écurie, donc qui était boxée en parpaing et une partie vraiment, grange, c'était du sable au sol. Il y avait rien qui était étanche, enfin voilà, les carreaux étaient pétés, quand il y en avait. Et notre maison, par contre, elle était habitable, les anciens propriétaires vivaient plus dedans depuis 2 ans, mais elle était habitable. Donc on a encore beaucoup de boulot à faire parce qu'il faut qu'on fasse un gros clean, il faut qu'on la mette à notre goût aussi. Là, on a un peu posé nos meubles et puis on avise, mais elle est tout à fait habitable. Et puis elle est charmante parce que c'est de la tomate au sol, on a une vieille cheminée en pierre, on a des grosses poutres, enfin, non, non, la maison est tout à fait habitable et la grange, bah, pas du tout, mais du coup, ça permettait d'avoir, 4 murs et puis un champ libre, en fait. Et oui. Et vous aviez dans vos critères le fait que ce soit 2 bâtiments pour avoir votre partie privative bien séparée? Pas forcément 2 bâtiments, mais en tout cas, oui, la partie privative bien séparée, c'était important pour nous parce que moi, j'ai un côté un peu sauvage parfois et si j'ai envie de me promener en culotte dans mon salon, j'ai besoin de pouvoir le faire et c'est pas forcément compatible avec l'accueil des gens, donc on voulait pouvoir au moins, tu vois, fermer Oh, une ça porte. peut. Ah oui, ça peut, ça dépend des clients. C'est un concept. Non, mais tu vois, de pouvoir, des fois, tu es un peu ronchon et tu as pas forcément enfin, voilà, je pense que c'est important aussi pour les autres qu'on ait chacun notre intimité. On est là si besoin et on est juste à côté puisque du coup les 2 bâtiments sont en angle, mais c'est important que chacun ait un peu son intimité et voilà. Donc on voulait pouvoir en tout cas moduler l'espace pour avoir au moins cette porte qui crée un espace privé d'un côté et un espace, commun de l'autre. Et du coup, bah, 2 bâtiments là, c'était parfait parce que voilà et ça nous a confortés dans ce choix-là quand on a vu pendant les travaux et là, quand on a ouvert, notre maison, elle est sans dessus dessous parce que du coup, bah, on peut pas être partout donc c'est très bien que, tu vois, il y ait un coin qui soit nickel, la maison d'hôte, elle est parfaite et elle est propre, tu vois? Et notre maison et ben, elle est en progrès, si je peux dire. Work in Voilà, progress. exactement. Et donc vous avez un coup de cœur sur cette maison, et puis qu'est-ce qui se passe ensuite? Vous allez revoir le banquier, vous lui dites allez on y va, on fait un emprunt? Et ben, à peu près, ouais, parce que du coup, ce qui était marrant, c'est qu'on n'a pas visité la maison en même temps, puisque Paul, il était en mode sociable avec l'agent immobilière. Et moi, j'étais en mode, je faisais plein de photos, des petites vidéos et tout. Donc, en fait, on s'est pas trop croisés pendant la visite. Et c'est à la fin, quand on est retourné à la voiture, où juste on s'est croisés. On a tous les deux vu notre regard, en fait, et on a tous les deux eu un sourire un peu idiot, un peu béat. Et du coup, Paul, il m'a regardé, il me dit, bah Un quoi, crush? ouais, voilà, un crush. Il me dit, bah quoi, on fait une offre tout de suite en plaisantant, mais tu sentais quand même qu'il était sérieux. Donc, on avait réservé une chambre d'hôte juste à côté le soir même pour pas reprendre la route tout de suite. Donc, on a passé notre nuit à peu près à dessiner Mhm. des plans, à se dire, voilà, on peut faire ça, là, ça rentre 3 chambres, là, machin, enfin voilà, tu vois. Et le lendemain, on y est retourné seul, sans l'agent immobilier, avec l'autorisation évidemment. Mais du coup, pour pouvoir visiter la grange plus, parce que la maison était fermée à clé, mais la grange, vu qu'il y avait pas de porte, on pouvait vraiment vaguer, comme on voulait. Donc ça nous a permis de pouvoir un peu plus se projeter et de s'imaginer un peu les choses. Et après, en fait, l'agent immobilier avait un contact pour avoir un entrepreneur, qui nous a fait des devis, en fait. Enfin, qui nous a fait un devis général sur, bah, voilà, est-ce qu'il faut refaire la charpente? Est-ce qu'il faut refaire ça? Si on veut faire 3 chambres, si on veut refaire le plancher, tu vois? Un peu pour avoir, grosse maille, le coût des travaux. Et du coup, avec ce devis-là, on a pu aller voir la banque en leur disant, «Bon, bah, voilà, il nous faut tant». Je crois qu'on a fait l'offre avant d'avoir le retour de la banque, puisqu'on avait déjà eu un retour, avant de visiter, donc on savait les budgets qu'on pouvait avoir, pardon. Et en fait,
On a fait l'offre, on était à Deauville, c'était marrant et en fait, la banque a refusé le prêt. Ah, Alors qu'on avait fait l'offre en se basant sur ce qu'il nous avait dit, mais en fait, c'est la banquière de Paul qui s'était, en fait, avancée alors que son supérieur a refusé. Donc du coup, ça a été vraiment un moment de stress parce qu'il a fallu du coup, on a eu 3 oui, c'est 3 mois, c'est ça? 2 mois et demi, 3 mois entre la signature du compromis et la signature de la vente pour pouvoir avoir notre prêt et je crois qu'on l'a réussi à l'avoir la semaine d'avant. Enfin, on était vraiment ah super ouais. ric-rac et on était en train de se dire: «Bah, c'est pas possible, on l'aura jamais». Toutes les banques nous refusaient, en fait, parce que tu as ce truc de, bah, toi, tu es à Paris et ta banque, elle est parisienne et du coup, elle connaît pas le marché de l'immobilier, elle connaît pas le potentiel, elle connaît pas enfin, voilà, la province, ça elle connaît pas, elle s'intéresse pas et à contrario, bah, la banque de province, elle te dit: «Mais tu vendras jamais ton appartement en une semaine, enfin, il faut que tu vendes ton appartement et ensuite on discute» et nous, on disait: «Mais non, à Paris, il va se vendre, enfin, il y a pas de sujet, quoi» et du coup, c'était un peu le combat de se dire: «Bah, en fait, parlez entre vous, je sais pas, faites un truc, province-Paris, je sais pas», mais voilà et en fait, on est passé par un courtier qui nous a hyper aidés, même si on a eu encore des galères parce que du coup, il nous a proposé 2 banques. On a choisi celle qui était la plus proche géographiquement de la maison, parce que du coup, je savais que j'aurais des chèques, du liquide à déposer, tu vois? Pour que ce soit plus pratique et en fait, la veille du rendez-vous, pareil, la banque annule en disant: «Non, en fait, on peut pas vous suivre, parce que du coup, les pré-pros étaient enfin les pas les pré-pros, mais parce qu'on avait une partie pro, c'était compliqué et la banque voulait pas s'engager dedans». Donc au final, on a eu on avait une dernière possibilité et en fait, c'est génial parce que notre banquière, elle est adorable, elle est vachement compréhensive, elle est hyper à l'écoute, donc en fait, tout est bien qui finit bien au final parce que Et oui, si on voilà, avait un eu mal une autre pour un banque, bien. voilà, un mal pour un bien et ça se passe très bien avec elle et elle est hyper au taquet du projet. Elle nous a conseillé des artisans, enfin, elle entend parler de la maison par ses artisans, donc des fois elle nous appelle en disant: «Ah machin, il m'a dit que c'était trop bien et tout», donc ça se passe super bien et ça s'est bien fini, mais c'était un gros, gros coup de stress, de se dire: «Ben, en fait, si toutes les banques nous refusent, peut-être qu'en fait il faut pas y aller parce qu'on va être en galère, en Et fait». oui, bah ouais, nous on a vécu un peu la même chose. Et comment vous avez fait? Est-ce que vous avez retravaillé votre business plan ou est-ce que vous avez augmenté votre apport? Alors, on avait zéro apport parce que du coup, le cash, on voulait le garder pour tout l'achat des mobiliers parce qu'on savait qu'on n'allait pas pouvoir faire un emprunt dessus D'accord? et c'était avant confinement, c'était avant covid et tout ça donc on n'avait pas besoin de mettre d'apport. Là, aujourd'hui, la situation, elle serait complètement différente puisque du coup, les banques ont complètement changé mais nous, à l'époque, l'immobilier était quand même avait le vent en poupe et du coup, c'était plus facile. Et en fait, on n'a pas eu besoin de présenter le business plan. Donc on l'avait présenté quand même, à notre courtier, mais lui avait décidé de pas le présenter à la banquière et de présenter uniquement nos revenus à nous, parce que du coup, on est tous les 2 salariés et et voilà, on n'a pas eu besoin de montrer le business plan. D'accord. Donc c'est un achat perso, c'est pas un Perso. emprunt pro. Non, non, c'est un achat perso avec, Ouais, potentiellement une activité professionnelle qui en découle. génial. Et est-ce que tu sais à peu près nous dire en pourcentage ce que représente la somme des travaux sur l'enveloppe empruntée? Alors, en pourcentage, non, parce que je suis mauvaise, mais je peux te donner les tarifs si tu veux. Ah, Ce si sera tu plus veux, si facile. tu veux donner des montants, c'est encore mieux. Ouais, ouais, ouais. Bah oui, parce que enfin, je sais qu'en France, on parle pas d'argent, mais nous, on regarde énormément Oh là là, oui, c'est. tu vois, on écoute des podcasts anglais et on regarde des émissions anglaises et à un moment, il faut, enfin voilà. On a acheté la maison 185 000 €, il me semble, quelque chose comme ça. Et on en a eu pour à peu près, je pense qu'on en a bien eu pour 400 000 € de travaux. Parce que du coup, au début, le prêt initial, c'était 400 000 parce qu'on avait fait en fonction du devis qu'on avait du premier artisan, enfin voilà, parce que du coup, pour avoir le prêt, il faut avoir un devis écrit. Oui, mais qui avait fait peut-être un peu grossier, quoi. Voilà, c'était Ouais. grossier, c'était sans études, c'était sans les coms de l'architecte, c'était sans tout ça et puis c'était sans qu'on sache qu'il fallait refaire, la toiture, hein, n'est-ce pas? Donc du coup, il a fallu rajouter, on a fait un deuxième prêt en fait pendant les travaux. Au cours des travaux, on a réemprunté, 100 et quelques mille euros ensuite. Donc en gros, on en a pour 185 000 d'achat total,
du coup des 2 maisons et des 8 hectares et après pour la rénovation de la grange, on en a eu pour 400 000 €, même si ça inclut aussi, tu vois, on a refait l'assainissement et c'est l'assainissement de notre maison en même temps. Enfin, on a refait quelques trucs aussi sur notre maison en même temps. Oui, bien sûr. Et tu prévois d'autres travaux dans les prochaines années? Oui. Pour votre maison, par exemple, pour, je sais pas, le jardin, une piscine ou n'importe quoi? Oui, oui, on a plusieurs projets. Il y a le projet de la piscine évidemment parce que avec les chaleurs qu'il fait, enfin, on n'a qu'une envie, c'est d'aller sauter dans l'eau. Après, à 5 minutes, on a des lacs où on peut se baigner, donc c'est quand même, enfin, ça va. Mais la piscine, c'est prévu, et puis on a prévu aussi de rénover chez nous, et on a deux petites dépendances. Il y en a une qu'on voudrait transformer en local vélo parce que du coup, on voudrait pouvoir être accueil vélo et du coup avoir un petit local pour garer son vélo, réparer, nettoyer, enfin voilà, mettre tes affaires. Donc ça, je pense que ce sera le premier projet de rénover ce petit bout de dépendance. Et après, l'idée, c'est on se laisse aussi le temps de voir comment fonctionne la maison d'hôte avant de réinvestir de l'argent dans notre maison. Et puis, de toute façon, là, on a un peu, on a vidé les caisses. Donc, il faut aussi se renflouer pour pouvoir passer à la deuxième étape. Oui, voilà. Ok, ça marche. Donc, ça y est, vous avez les clés, tout est super, vous lancez les travaux. Est-ce que vous faites appel à un maître d'œuvre, un archi? J'ai la réponse, hein, je sais, j'ai étudié mon dossier, mais comment, comment vous avez fait? Et puis, ben, à qui vous avez fait appel et pourquoi? Alors, c'était avant d'avoir les clés. En fait, on a organisé une visite avec 3 architectes différents. On avait un architecte qui était du coin et qui faisait tout corps de métier et qui avait vraiment son entreprise, ouais, c'est tout corps de métier que ça s'appelle, il me semble, qui lui, du coup, était un peu, le roi du placo, qui se projetait pas du tout comme nous, on se projetait sur la maison. Ensuite, on avait fait appel à une archi d'intérieur, spécialisée dans les maisons d'hôtes justement et dans comment tu gères l'espace, comment tu fais pour les circulations, ce genre de choses. Donc elle était venue avec son Ah, architecte. C'est super. l'office du tourisme qui nous avait accompagnés, l'office du tourisme de Tours, qui nous avait conseillé cette personne. Au final, elle c'était mignon parce qu'en fait, elle nous a dit: «Mais vous avez déjà tellement ce que vous voulez, vous avez déjà» parce que moi j'avais fait mon petit mood board, j'avais préparé mes petits trucs et du coup, elle m'a dit: «En fait, vous avez pas besoin de moi, donc passez direct avec l'architecte et il y a pas enfin, voilà, vous avez pas besoin de moi parce que vous avez déjà suffisamment réfléchi le truc». Et en fait, avec cet architecte-là, il y a pas eu spécialement le feeling. Il répondait pas à nos messages, il répondait pas à nos questions. Et on s'est dit, mais là, on n'a pas encore signé rien du tout, que déjà il répond pas. Ça va être quoi quand ça va être signé et qu'on va avoir une galère sur le chantier? Donc, c'était pas. Après, c'était hyper intéressant parce que lui, il était vraiment spécialisé dans l'éco-construction et l'éco-rénovation. Donc, ça aurait été super chouette. Mais du coup, si le feeling passe pas dès le début, on avait trop peur parce qu'à la base, on n'était pas censé être sur le chantier. On prenait un maître d'œuvre, enfin un architecte qui faisait maître d'œuvre aussi pour pouvoir gérer la totalité. Et du coup, le troisième architecte qu'on a rencontré, bah, c'était Samuel, qui est notre architecte aujourd'hui, et qui lui nous a donné rendez-vous sur un de ses chantiers. Et ça a fait toute la différence aussi parce que nous, on était hyper novices, on n'y connaissait rien. Enfin, comme tu dis, on avait rénové un van à l'autre bout du monde. C'est pas, c'est pas une expérience de rénovation. Et du coup, il nous a montré son chantier. Ensuite, il nous a montré un deuxième chantier qui était terminé, où c'était en fait sa maison, enfin son ancienne maison à lui. Et ensuite, on est venu dans la maison et en fait, il s'est émerveillé de tout ce sur quoi nous, on s'est émerveillés aussi. Enfin, tu vois, la vieille porte, le mur en briques. Et du coup, on s'est dit, non, mais c'est trop cool parce qu'en plus, il a à peu près notre âge. Donc, tu sentais qu'on allait dans la même direction. Et voilà, après, on a un peu négocié ses tarifs parce que du coup, c'était celui qui était le plus cher et il proposait de venir que une fois toutes les 2 semaines et nous, ça nous allait pas. Donc, on a réussi à négocier et du coup, il venait une fois par semaine sur le chantier pour faire le suivi du chantier. Tout ça, c'était avant d'avoir les clés. Il y a eu la galère des clés qui a fait qu'on n'a pas pu emménager tout de suite, donc on n'a pas pu faire l'étude et l'archi voulait pas, enfin, il trouvait que c'était plus safe d'attendre qu'on ait signé pour commencer à travailler vraiment dessus, ce qui est tout à fait logique. Donc du coup, ça nous a fait perdre un petit peu de temps. Et après, une fois qu'on a eu les clés, qu'on a été propriétaire, et ben, on a pu commencer à bosser sur le projet. Et il est lui
à la fois de Vendôme et à la fois à Paris. Donc lui, il partage son temps entre les 2 et du coup, ça nous permettait de pouvoir se voir à la fois à la maison et à la fois sur Paris, tu vois, pour, valider des dessins, donc ça se goupillait vachement bien, c'était hyper pratique et c'était une très bonne collaboration. Pour les artisans, est-ce que c'était son équipe? Est-ce que lui, il t'a recommandé des personnes ou tu as trouvé des personnes sur place, tu as réussi à créer un réseau? Alors c'est un peu des 2 parce que du coup enfin, il y a l'artisan pour les fenêtres, vu qu'on a quand même une baie vitrée qui fait 4 mètres par 3, qui est assez imposante, lui, il préférait passer par l'artisan avec lequel il a l'habitude de travailler. Mais vu qu'il est de Vendôme et que c'est à 1 heure de route, il savait que les artisans avec qui il travaille, ils allaient pas se déplacer, en fait. Le chantier était pas assez important et les artisans, ils ont tellement de boulot qu'ils ont pas besoin de prendre un chantier à 1 heure de route. Donc on a fait comme un peu des appels d'offres où en fait on a rencontré des artisans, soit parce qu'ils nous ont été conseillés, soit parce que lui, il s'était renseigné aussi pour avoir des contacts. Et puis ça s'est fait au feeling, on était vraiment ça a vraiment été une collaboration à 3 et c'était un peu la démocratie et quand il y en avait 2 qui le sentaient et qu'il y en avait un qui était un peu plus hésitant, bah, on y allait parce que c'était voilà, la majorité l'emporte et on n'a pas regretté nos choix parce que enfin, ça s'est super bien passé, on a eu une super équipe, et puis on a eu un feeling aussi avec un artisan qui nous a lui conseillé d'autres artisans et voilà et notre banquière aussi qui nous a conseillé des artisans donc voilà. Et tu as eu tous les corps de métier? Mmh, ouais, hein, je crois bien. Ouais, ouais, parce qu'on a refait la totalité donc oui, on a eu tous les corps de métier, ouais. Tu l'as dit, c'était très clair pour toi, la vision que tu avais, etc. Comment c'était, comment tu as fait? Comment c'était si simple pour toi de projeter sur les chambres, cette disposition-là, ces ouvertures, les choses comme ça? Tu passes des heures et des heures sur des sites d'inspiration ou c'est quelque chose qui te plaît tellement que depuis toute petite, tu fais des mood boards en t'espérant la maison de tes rêves? Hem, Bah, déjà, c'est pas moi qui ai choisi la disposition des pièces et tout ça, ça c'est vraiment l'architecte. Moi, c'était plus dans ma vision de je veux 3 chambres, je veux 3 salles de bain, je veux tel style de décoration, je veux ces couleurs-là. Enfin, tu vois, c'était plus, Ouais. pas trop sur, ce qui est circulation et ce qui est agencement, mais plutôt vraiment décoration et rendu final. Mais parce que c'était mon métier. Pas dans l'architecture et la décoration, mais sur les photos. Quand tu es enfin, j'étais pas vraiment DA, c'était un genre de DA parce que c'est un métier qui existe que dans la boîte où je travaillais, mais en fait, tu fais un mood board pour pouvoir créer l'image, que tu veux. Tu vois? Tu vas chercher des inspirations, tu vas regarder ce qui est possible d'avoir comme stylisme, tu vas regarder ce qui se fait en général pour mettre en avant le produit que tu dois prendre en photo et du coup, c'est un peu la même chose mais en déco et c'est bon après, c'est ouais, c'est aussi une passion, tu vois? J'aime pas dire ça mais j'adore la déco, j'adore les magazines de déco donc j'en bouffe un peu aussi et du coup, je savais ce que je voulais, ouais. Après, il y a Paul aussi qui a mis sa patte, puis l'architecte qui a mis sa patte et du coup, ça c'est pas le rendu exact de ce que je voulais avant, mais c'est encore mieux parce que du coup, chacun a amélioré le truc, quoi. Donc c'est trop chouette et puis du coup, je pense que c'est plus à l'image de Paul parce on a ramené plus de modernité et du coup, c'est un mélange entre, du vintage et du très moderne, voire du minimaliste dans certains endroits et du coup, ça enfin, c'est encore plus à notre image à tous les 2 donc c'est chouette. Mais ouais, non, je sais pas après oui, je passe des heures sur Pinterest. Ok, génial. Au niveau des démarches légales, de l'aspect administratif et aussi comptable, comment tu t'es un peu dépatouillée? Est-ce que pour toi c'était très limpide de savoir ce qu'il fallait faire pour déclarer l'activité, les choses comme ça? Ou est-ce que tu as fait peut-être des formations, tu t'es entourée des bonnes personnes? Alors limpide, c'est l'opposé. J'ai trouvé que c'était une galère sans nom, enfin et puis moi, j'ai un peu un truc où l'administration, je comprends pas que ce soit aussi compliqué. Enfin voilà, c'est donc j'ai beaucoup lu, que ce soit sur internet ou j'ai acheté des bouquins aussi, et alors je les ai sous les yeux, c'est «Ouvrir un gîte ou une chambre d'hôte» Mhm. et «Gîte et chambre d'hôte, la clé d'une création réussie». Oula. Moi, j'aime bien potasser, tu vois? Pour pouvoir savoir un peu les trucs, souligner, écrire des trucs dans tes carnets, recouper les informations, et ça m'a permis un peu de savoir où j'allais. Après,
J'ai fait la formation chez Accueillir Magazine qui Mhm. propose du coup une formation créer son activité. Je ne sais plus exactement comment la formation s'appelle, donc c'est en 3 jours. Et j'ai fait aussi une formation à la Chambre du commerce et de l'industrie sur la création d'entreprise. Ça, c'est 5 jours. Et c'était quand même hyper pratique parce que ça, c'est pas focus sur les chambres d'hôtes, c'est vraiment création d'entreprise telle qu'elle soit. Mais du coup, tu as des intervenants, tu as des comptables, tu as des. Enfin, c'était il y a longtemps, mais tu as différents intervenants. Sur 5 jours, c'est découpé en demi-journée. Donc, tu as un intervenant par demi-journée. Et même si c'est très théorique, c'est quand même hyper intéressant et ça permet un peu de se focaliser dessus et de faire un peu ta to-do list de OK, bah, il faut que je fasse ça, ça, ça. Après, il y a Émilie de Belestiu qui nous a quand même beaucoup aidé, beaucoup conseillé. Donc, dès qu'on avait un doute, on envoyait un petit message. T'as fait comment, toi? Donc, c'était pratique. Et après, j'ai fait appel aussi, une fois qu'on était vraiment plus, qu'on avait la maison, qu'on savait vers où on allait, etc. J'ai fait appel au cabinet Serre France. En fait, ils ont une offre créateur. Du coup, tu as un gestionnaire qui t'aide à créer un peu, tu vois, te donner des conseils de quelle structure, à t'écouter sur ce que tu veux pour l'entreprise. Ensuite, tu as un juriste qui t'aide à faire les statuts et ensuite tu as un comptable pour faire le suivi. Donc c'est vraiment, tu as vraiment tous les métiers pour t'accompagner dans la création de ton entreprise et ensuite dans le suivi de l'entreprise et c'est quand même, ça fait une sécurité en fait parce que comme tu le dis souvent, en fait, tu es tout seul. Et du coup, bah, c'est un peu, tu un peu au bord du précipice et il y a tellement de choix et tellement de trucs à faire que c'est rassurant aussi d'avoir un accompagnement et un gestionnaire que tu peux appeler pour poser une question qui, toi, te paraît débile et elle, en fait, elle a la réponse tout de suite parce que c'est son métier, quoi. Donc, Ok, super. Et alors, je sais que tu es une adepte d'Excel. Donc, tu as dégainé des tableaux Excel à gogo pour faire rétro-planning, to-do list, etc. ouais, je suis un peu une geek, j'adore Excel. On est un peu tous les 2 adeptes des tableaux Excel et que c'est quand même assez pratique. Alors on a fait un rétro-planning, mais on a surtout, on fait surtout des listes. Et après là, c'est depuis que l'activité a commencé où je fais mes petits tableaux de mes réservations, j'ai mon objectif financier, quel est mon delta d'objectif financier, quel est mon delta de remplissage, enfin, où j'ai tous mes petits trucs qui me permettent de suivre un peu où j'en suis et vers où je vais. Ça, je pense que mon gestionnaire et mon comptable, ça les saoule un peu parce que du coup, je leur fais des tableaux dans tous les sens et c'est pas je pense que c'est pas comme ça qu'ils veulent bosser, mais bon, bref, ça, c'est une autre histoire. Mais oui, ça permet en fait de te structurer aussi, même pour les travaux, tu vois? C'était hyper important pour nous de savoir, où est-ce qu'on en était, vers où on allait, ce qu'il fallait racheter, ce qui manquait, ouais, c'est la structure en fait, mais ouais, c'est une organisation. Et au niveau du modèle, tu voulais partir sur un format un petit peu hybride avec le choix d'être sur de la maison d'hôte, mais aussi du gîte, c'est ça? Oui, tout à fait. En fait, on voulait proposer les 2 parce que je pense qu'il y a la clientèle pour les 2 et que la maison s'y prête. Parce que nous, c'était important aussi parce qu'on est reculés, mais aussi parce que c'est comme ça qu'on aime voyager. C'était important qu'il y ait la cuisine à disposition des hôtes, même quand tu loues que à la chambre. Parce que nous, on va des fois dans des chambres d'hôtes qui sont un peu au-dessus de notre budget, mais du coup, on se dit: «On va manger sur place» et comme ça, tu économises le resto et ça te permet de te faire plaisir aussi sur la nuit. Et puis parce que tu as pas forcément, quand tu viens de te claquer 3 heures de route, envie de reprendre la voiture tout de suite pour aller au resto ou pour, voilà, de rebouger surtout. Si tu viens dans un lieu qui est chouette, bah, tu as envie aussi de pouvoir profiter du lieu et de prendre ton temps dans le lieu. Donc si tous les repas, tu dois les faire à l'extérieur, bah, en fait, tu profites pas du lieu. Donc c'est pour ça qu'on a voulu ce modèle-là et du coup, la maison est aussi hyper propice aux réunions de famille. Donc ça se goupille bien de pouvoir faire les 2 en fait. Après, ça se goupille moins bien pour les labels, pour les offices du tourisme, pour tous les gens du milieu du tourisme parce que tu rentres pas dans les cases et du coup, c'est compliqué et même pour les statuts, tu vois? Les statuts de ta boîte, tu es soit chambre d'hôte, soit gîte et en fait, on est les 2 donc voilà, c'est toujours la bureaucratie française qui est un peu, Et oui, j'imagine effectivement que ça doit compliquer parce que y a pas, ça rentre pas dans la case D2 de, c'est ça. du formulaire. Et pour le classement, est-ce que tu as envie de te faire classer justement en meublé de tourisme ou c'est pas du tout quelque chose qui t'intéresse?
Bah, on s'était renseigné parce que du coup, au tout début, on faisait les démarches avec l'Office du tourisme pour pouvoir avoir une subvention et pour pouvoir avoir la subvention, tu dois être classé, par un label Oui. et du coup, on s'était renseigné donc Gîtes de France, on voulait pas parce que en fait, je trouve que c'est alors ça va peut-être paraître, méchant, ça l'est pas du tout, mais je trouve que c'est des critères qui sont un peu vieux. Où en fait, aujourd'hui, si tu as pas de télé, c'est pas parce que tu as pas de télé que tu es pas haut de gamme. Et du coup, là, chez Gîtes de France, si tu as pas de télé et ben, en fait, tu as pas la bonne note, qui correspond au standing de ton établissement parce que tu offres pas la télé ou tu as pas de peignoir ou enfin, voilà, c'est un peu quelque chose du coup, nous, on trouvait ça dommage et qu'on trouvait que ça représentait pas forcément notre hébergement. Après, on s'était renseigné sur Fleurs de Soleil parce que c'était une structure qui était plus petite et où en fait, c'est un peu comme une association parce que du coup, c'est vraiment des créateurs, des propriétaires qui sont au bureau je sais pas comment ça s'appelle, à la tête du label, en fait et du coup, c'est que des propriétaires qui organisent tout. Donc là, tu avais quand même un plus c'était moins hiérarchisé, en tout cas, si je peux dire. Mais du coup, finalement, on l'a pas fait parce que finalement, on n'a pas opté pour la subvention. Donc, on s'est dit que on essayait sans classement pour la première année pour voir. Après, on s'était aussi beaucoup renseigné sur la clé verte, plus par idéologie qu'autre chose, parce que je pense qu'ils t'offrent pas une énorme visibilité non plus. Mais on était un peu sceptiques parce que, bah, c'est comme ce que tu disais dans le podcast avec Wigo Greener, en fait, c'est payant et à partir du moment où c'est payant, bah, tu sais pas, en fait, est-ce que c'est dans l'intérêt, en fait, dans leur intérêt que tu payes et la grille pour moi, leur grille de critères, c'est quand même que du bon sens, en fait, d'avoir, des ampoules à économie d'énergie, de faire attention, de trier tes déchets, enfin et du coup, je trouve que je sais pas comment dire, mais je trouve que c'est pas assez. Mais ça, c'est un problème, que j'ai avec l'écologie en général et c'est par rapport à mon engagement à moi et c'est pas tant par rapport à la maison d'hôtes, c'est vraiment plus personnel, où je trouve que en fait, si tu veux avoir un label vert et ben, il faut y aller à fond, en fait. Donc on s'était posé la question pour la clé verte, on avait quand même fait pas mal de démarches. Moi, j'avais été à la remise des labels des nouveaux arrivants de je sais plus quelle année, 2018 je crois ou 2019. Et puis en fait, au fur et à mesure, on s'est dit: «Bah, c'est pas la peine» et puis c'est un investissement pour, au final, un retour sur investissement qui est pas très mesurable. Donc voilà, pour l'instant, en tout cas, on s'est dit: «Les labels, c'est pas ça correspond pas à l'établissement et puis c'est pas» je pense que celui qui t'apporte de la visibilité, c'est Gîtes de France et pour le coup, ça correspond pas à à notre lieu donc voilà. Et en ce qui concerne la commercialisation, pareil, quelle a été ta réflexion sur le choix des centrales de réservation ou pas, sur le choix des canaux sur lesquels tu voulais mettre en location? Du coup, on voulait être avant tout en direct parce qu'on trouvait que c'était important aussi de pouvoir échanger avec les hôtes avant ou pendant la réservation. Et on avait comme objectif, mais ça depuis le début, d'être sur Enchki. Parce que bah, du coup, tu vois, pour moi, un peu ma fierté de label, c'est Enchki. Parce que je trouve qu'ils ont une sélection qui est magnifique et qui est. Enfin, moi, quand je veux réserver un lieu, bah, je vais sur Enchki parce que je sais que c'est beau, que c'est bien, voilà. Et du coup, c'était un peu ouais, l'objectif qui était de toute façon dans mon mood board justement, c'était Enchki et dans le business plan, c'était Enchki. Donc c'est super cool qu'on puisse y être et ça s'est super bien passé et en plus là maintenant de connaître les backstage un petit peu et de connaître les filles qui sont derrière, bah, c'est encore mieux et ça participe encore plus au enfin, du coup, tu sais pourquoi tout est beau parce qu'en fait, elles-mêmes, elles sont belles, tu vois? Elles dégagent un truc, elles sont hyper dispo, hyper gentilles, enfin voilà, donc c'est top et ça offre une bonne visibilité parce que du coup, je fais mes petites statistiques de comment mes clients me connaissent et du coup, il y en a beaucoup qui viennent d'Enchki et tu touches aussi un public, étranger parce que du coup, les Belges utilisent aussi beaucoup Enchki donc ça, c'est cool. On s'est mis sur Airbnb, mais je pense que j'ai fait des trucs, qu'il fallait pas. Je me suis mise, là en fin juin, mi-juin, mais il y a personne qui voit mes annonces, donc je pense que j'ai mal paramétré quelque chose ou alors peut-être que parce que sur Airbnb, tu y vas par localité,
et qu'on est à 50 minutes de tour, peut-être que du coup on n'apparaît pas dans les paramètres de recherche. Je sais pas. En tout cas, Airbnb, ça marche pas. Mais peut-être c'est un mal pour un bien parce que j'étais pas trop sûre de vouloir me mettre dessus, donc peut-être c'est pour ça que ça marche pas. Et là, je me suis mis depuis la semaine dernière suite à l'écoute de ton podcast sur WeGo Greener. Et pareil, les personnes avec qui j'ai été en contact, elles sont adorables, elles sont hyper bienveillantes, hyper motivantes, toujours à l'écoute. Enfin, c'est vraiment une super expérience. Donc, on verra. Et puis, je trouve, tu vois, que par rapport au label Clé verte, avec WeGo Greener, bah, tu sais que tu vas avoir un public qui est attaché à ça. Pour le coup, c'est une plateforme de réservation, c'est pas un label, donc tu sais que si tu vas dessus, c'est pour réserver, pour trouver un endroit pour réserver, alors que le label, c'est peut-être différent. Donc, et après, sinon, le but, c'était aussi via Instagram, depuis le début, les réservations, moi, je les imaginais par Instagram. Enfin, grâce à Instagram, en tout cas. D'accord. Tu as fait le choix de prendre un abonnement sur un outil de gestion ou tu fais tout toute seule? Oui, je suis sur KE Booking. Et écoute, c'est pas mal. Après, je trouve que c'est pas très ergonomique sur le téléphone et j'avais pas réalisé ça, mais en fait, j'utilise vachement sur le téléphone parce que je suis pas toujours avec mon ordinateur et tu vois, quand j'ai une demande de réservation ou de disponibilité ou quoi, bah, je suis pas mal sur le téléphone. Après, c'est peut-être des choses qui vont améliorer par la suite, mais c'est assez simple d'utilisation. Ils sont hyper réactifs quand il y a un souci. Ou quand tu as une question ou quand tu es bloqué sur quelque chose, il y a un bon accompagnement au début sur la prise en main du logiciel, sur la création de tes trucs de réservation, là, de tes petits blocs. Voilà. Écoute, pour l'instant, ça se passe bien. Après, moi, j'ai un peu toujours mon problème de vouloir tout améliorer, enfin tout changer. Et du coup, je leur envoie plein de suggestions d'amélioration et je pense que je les saoule un peu. Mais ils répondent à chaque fois très poliment. Arrêtez de nous écrire. Ouais, c'est ça. Non, mais tu vois, en pratiquant le truc, tu te dis: «Ah mais attends, s'il y avait ce bouton ou s'il y avait Mais ce truc, ça oui, pourrait être mais super bien sûr. pratique». Ouais, bon, je pense que je les saoule. Mais non, je pense que tu es la cliente parfaite parce qu'ils ont toutes leurs nouvelles fonctionnalités. Ils ont viré l'équipe R&D et puis maintenant ils ont toi, donc c'est bon. Ils savent tout ce qu'ils doivent mettre en place pour les années à venir. Et ça te coûte combien? C'est par mensualité? Alors ça, j'ai pas encore, fait l'étude, mais du coup, tu as un coût à l'année d'abonnement. Donc tu t'abonnes pour 1 an. Si tu es parrainé, tu as un mois offert. Donc du coup, tu t'abonnes pour 13 mois, pour le prix de 12. Et après, tu as aussi des frais parce que du coup, tu peux faire ta réservation en direct et tu as des arts à ta réservation et du coup, ils prennent un pourcentage sur les arts. Tu as aussi un système de lien de paiement qui est hyper pratique parce que quand tu as une réservation par téléphone, la personne veut payer les arts, bah, tu leur envoies un lien de paiement et c'est lié à ta réservation, donc c'est assez facile de t'y retrouver. Mais du coup, pareil, ils prennent un pourcentage. Donc en fait, mine de rien, je pense que le tout revient quand même assez cher parce que tu as enfin, tu ta com sur chaque réservation, plus ton abonnement. Mais ça, j'ai pas encore assez de recul pour pouvoir te dire exactement combien ça me coûte. Après l'abonnement, il faudrait que je regarde, mais je crois que c'est 350 € par an. Ouais. Après, avec les commissions en plus, et là, tu vois, c'est une quarantaine d'euros par mois de commission. Après, plus t'es booké, plus t'as de commission. Donc, enfin, tu vois, c'est comme payer des impôts. C'est une bonne nouvelle. C'est que tu bookes, quoi. Ben oui, c'est ça. Non, non, tout à fait. Ouais, ouais. C'est bon signe. Il n'y a aucun C'est ça. problème, effectivement. Aujourd'hui, c'est encore assez récent, on va dire, l'activité, l'ouverture, etc. Mais est-ce que tu identifies déjà l'activité qui te prend le plus de temps? Eh ben, tu vois, je me doutais pas que nettoyer la cuisine, ça me prendrait autant de temps. Quand on est loué en gîte. Ah mais oui, je t'ai vu en parler, je crois que c'était pendant le live de French Bon Temps, Non, ou c'était peut-être qu'on en pendant avait notre parlé toutes les conversation deux, je sais téléphonique à plus. toutes les deux. Ah oui? Ah ben voilà. Et je me suis dit, mais oui, en fait, effectivement, il faut remettre tout. Il y a des miettes dans les tiroirs, il faut aspirer Ouais, les c'est ça. tiroirs, il faut remettre les choses à leur place parce que les gens ont une autre logique que la nôtre. Et effectivement, moi, la cuisine, ah oui, c'est une demi-journée, je crois, Ouais, quasiment. c'est ça. Moi, je pensais pas que ça me prendrait autant de temps et j'avais pas du tout percuté que j'aurais ça à faire, tu vois. Pour moi,
quand tu pars d'un endroit, bah, tu as tout rerangé et tout est mais en fait, non. Ou tu vois, souvent, vu que le check-out, il est à 11 heures, les gens, ils ont petit déjeuner un peu tard et du coup, en fait, tu as le lave-vaisselle qui tourne encore. Donc du coup, bah, tu dois quand même vider le lave-vaisselle, enfin faire les petites bidouilles. Donc ça, j'avais pas anticipé que ça me prendrait autant de temps. Et après, sur ce qui me prend du temps, mais ça, je le savais, c'est tout Instagram. De préparer les posts, de réfléchir au contenu, de faire des stories. Et ça, c'est un temps que tu trouves indispensable. Bah ouais, parce que Parce que du coup, je crois que j'ai 45 de mes clients qui nous ont connus grâce à Instagram. Excellent. Et du coup, bah, c'est aussi. Bah, après, c'est normal, hein, je suis pas sur beaucoup de enfin, je suis sur peu de plateformes là depuis très peu de temps. Donc, vu que j'ai qu'un seul canal de communication, c'est logique que c'est comme ça qu'ils me connaissent. Mais je pense que ouais, je pense que c'est important parce que c'est la seule vitrine en fait. Bon, avec le site internet, mais le site internet, tu le trouves pas par hasard, tu vois, Maison d'Hôte Touraine, ta recherche Google, Oui, oui, tu vas sur le site parce que tu es déjà sur Instagram. Je suis tout à fait ouais, d'accord. voilà, c'est ça. Donc, je pense que c'est hyper important. Après, peut-être que, tu vois, je pourrais trouver des moyens d'aller plus vite mais j'aime bien aussi, c'est mon petit. Oui, oui, c'est y prendre du plaisir. C'était pas du tout une question de jugement, hein, vraiment pas. Ah non, 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 C'était, t'inquiète, je l'ai pas du tout c'est pris comme ça. ça va alors. C'est vraiment pour savoir voilà, où chacun met ses priorités, etc. Et y retrouve son intérêt, effectivement. Mais je pense qu'en tout cas, moi, je ressens le plaisir que tu prends. Tout est toujours très travaillé. Hein, je te l'avais dit d'ailleurs, tes stories, j'adore, mais comment tu fais ci et ça. Et c'est très. Quoi, voilà, c'est un compte vraiment magnifique à suivre que je recommande à tous les Oh, merci auditeurs. beaucoup. Mais non, non, c'est effectivement, si ça me rassure en fait de savoir que tu y passes du temps parce que je me dis, d'accord, on est tous logés à la même enseigne. Ah bah, je vois pas comment enfin franchement, moi je vois pas comment tu peux faire sans passer du temps en fait. Si tu ou alors tu as peu de contenu Oui, et encore ça va mieux maintenant parce que avant je mettais pas du tout de photos que je faisais avec mon téléphone, c'était que les photos de mon appareil photo. Enfin pas en story mais sur les posts et du coup ça me prenait vachement de temps et là maintenant j'ai un peu désacralisé ce truc-là en disant en fait même si c'est des photos du téléphone, si elles sont jolies, ça passe quand même. oui, puis alors bon, j'ai absolument pas vu la différence. Je sais pas si c'est si c'est bien de te le dire, mais c'est très harmonieux, elles sont magnifiques, tes photos sont toujours sublimes, donc oui, oui, je crois que tu peux. Merci beaucoup, tu vas me faire rougir. Oh là là. Bon, alors j'enchaîne. Si on fait un petit peu un petit coup d'œil dans le rétroviseur, quelles ont été les principales leçons que tu retiens de tout ce parcours? En leçon, je pense que c'est l'organisation. Tu vois, la méthodologie pour le ménage, pour le petit-déj, pour ces trucs-là, je pense qu'il faut que j'arrive à me mettre, à m'organiser et à me concentrer plus sur ces ouais, à trouver ma routine et trouver un peu mon process, en fait, de comment faire les choses bien pour que ça reste du plaisir et pas enfin, tu vois, que je me mélange pas, que je me mette pas dans tous les sens. Je pense qu'il y a ça. Ouais, ouais, Après, je sais pas si c'est une leçon, mais je suis hyper fière. Tu vois, d'avoir accompli un truc et d'avoir abouti un truc. Je trouve que c'est génial de te dire que en fait, quand tu te donnes les moyens et quand tu crois en ton projet, et ben, ça marche quoi. Enfin, ça marche. Ça se crée en tout cas. Je sais pas si ça va marcher, mais mais ça si. existe. Donc, je ne sais pas si on peut considérer ça comme une leçon, mais je trouve que c'est important aussi de pouvoir te poser un moment et de regarder, bah, comme tu dis, de regarder dans le rétroviseur et de te dire, ben en fait, regarde tout ce que tu as accompli et regarde où tu en es maintenant et c'est super. Enfin, voilà. Et on le fait pas assez, je trouve. En tout cas, moi, je ne le fais pas assez. On n'ose pas, mon Dieu, on n'ose pas ben, oui, être fier et assumer. Je trouve pas mes mots. Non, mais oui, si, c'est ça, je pense, c'est assumer et Assumer voilà, la reconnaissance qu'on a envers soi-même d'avoir accompli ben, tout c'est ça. ça et je trouve ça super. Donc merci beaucoup de le mettre en avant et j'en profite pour dire à tout le monde mince alors, mais vous êtes des oufs, soyez fiers, reconnaissez ça, vous êtes incroyables tous. Donc il faut le dire haut et fort.
Et quelle a été la plus grosse difficulté à laquelle tu as été confrontée? Bah, pour l'instant, en tant que maison d'hôte, on n'en a pas eu. On a eu des difficultés pendant le chantier, mais donc je pense que je dirais plutôt l'acquisition de la maison, parce que ça a été des émotions fortes, des ascenseurs émotionnels, parce que quand on est arrivé pour le jour de la signature, on avait rendez-vous avec le propriétaire et l'agent immobilière. Et en fait, le propriétaire nous a dit: «J'ai 2 mauvaises nouvelles. La première, c'est que la chaudière, a pété, elle marche pas, et la deuxième, c'est que j'ai pas déménagé». Nous, on venait de se claquer 3 heures de route, on avait pris un jour de congé pour venir signer du coup en Touraine, et voilà, et ça on devait signer, donc ce jour-là, c'était, un 28 mars, et on a signé au final un 14 mai, et on a été locataires pendant plusieurs semaines entre-temps. Enfin, ça a été voilà, je pense que ça a été la plus grosse galère, mais qui, tu vois, ça participe aussi au fait que on est super heureux d'être chez nous, parce que ça a été une galère, mais on a quand même réussi et ça s'est bien fini, et voilà. Ben, comme quoi, toutes les épreuves deviennent aussi presque des leçons, pour reprendre un peu le terme que j'ai employé tout à l'heure. Mais si, voilà, c'est encore un deuxième message aux auditeurs. Si en ce moment vous êtes en train de galérer, de vous confronter à une grosse difficulté, dites-vous que d'ici quelques mois, peut-être des années, c'est pas grave, mais vous aurez un regard beaucoup plus doux sur cette période-là, et vous vous direz, ah ok, ouais, ça nous a aidé à ci, à ça, ça nous a apporté de la maturité, ça nous a permis de rencontrer telle personne finalement. Il y a toujours, toujours, toujours du plus et du bénéfice à retirer de chaque épreuve. Dans chaque situation, enfin, tu grandis toujours, même si tu galères, même si c'est toujours bénéfique. Bon après, peut-être que j'aurai une autre réponse, demain quand, j'aurai pas réussi à gérer ma fuite d'eau, mais peut-être que ce sera ça ma plus grosse galère, je sais pas. Faudra refaire un autre enregistrement, mais d'ici 2 ans, pour que tu puisses Ouais, voilà. l'utiliser beaucoup plus positivement. Bah, écoute, super. Est-ce que tu as des conseils à donner aux porteurs de projets qui nous écoutent? Bah, je pense que c'est un peu ce que j'ai déjà dit, mais je pense que structurer le projet, c'est hyper important, de savoir, vers où on veut aller, comment on veut le faire, à quoi on veut que ça ressemble. Enfin voilà, de vraiment structurer tout, et ensuite, je pense qu'il faut se lancer, en fait, parce que, tu vois, sur le choix du statut, tu es là, mais tu potasses, tu dis plein de trucs, tu te prends la tête, tu poses des questions à droite à gauche, et en fait, je pense qu'il y a pas de bonne réponse. Enfin, à un moment, faut se lancer et puis il faut choisir, et puis au pire, c'est pas grave, s'il faut refaire des trucs, et ben, peut-être on perdra de l'argent, mais je pense qu'il faut se lancer. À un moment, il faut avoir confiance en soi et sauter de la falaise, je sais pas comment, Oh yeah! mais Ouais, tout à fait d'accord, effectivement, c'est super. et le troisième conseil que je m'étais noté, c'était rester naturel, parce que ça, c'est plus au contact avec les autres et tout. Je pense que c'est hyper important, et Mais c'est ce qui va plaire. c'est hyper bien. Autant pour les autres que pour soi, en fait. Ouais. Complètement. Oui, mais de toute façon, quoi, je pense qu'on en parle beaucoup. Moi, la première, de l'authenticité, du fait d'être aligné avec votre personnalité, de faire de votre activité vraiment juste une continuité de tout ce que vous aimez au quotidien. Voilà, faut pas essayer de reproduire un schéma qui vous semble un joli modèle. Il faut pas essayer de coller à peut-être certains stéréotypes, etc. Soyez vous-même, parce que c'est tout ce qu'on aime, c'est votre singularité, donc il faut s'écouter. Tout à fait. Ah si, il y en a un autre. Ah! Il y en a un autre, c'est faut pas avoir peur de demander de l'aide. Parce que, comme tu le dis tout le temps, en fait, on est tout seul dans notre truc, et puis enfin, ça dépend de quel milieu on vient, mais moi, par exemple, c'était un truc où j'y connaissais rien. Moi, ma famille, elle est pas du tout là-dedans. Enfin, voilà. Et en fait, de demander de l'aide et de te faire accompagner et de te dire, ben, en fait, peut-être que s'il y a une partie où c'est pas moi qui l'a fait, c'est pas grave, parce que en fait, je sais pas le faire. Donc, autant faire appel à quelqu'un qui sait le faire, Mm, mm. et voilà. Qui maîtrise. Ouais. Ouais, tout à fait. Eh bien, écoute, super, génial. Et je sais que tu écoutes le podcast depuis peut-être le début même, je sais Oui, pas, mais depuis depuis le un début. moment. Ah Bah, bon, depuis le génial. premier épisode avec Émilie. Oula. Ah ben, déjà, merci beaucoup. Et est-ce qu'il y a un épisode qui t'a marqué en particulier que tu souhaiterais recommander aux auditeurs
que toi que tu as particulièrement apprécié? Oh là là! Et ben, j'ai beaucoup aimé celui d'Émilie. Je sais pas si c'est parce que c'était le premier, mais je trouve que c'était beaucoup de concret. Tu vois? Où elle parlait des statuts, elle parlait des galères, elle parlait enfin, c'était très très concret et un peu moins dans le ressenti. Enfin, même si, évidemment, il y a quand même le ressenti, mais j'ai trouvé qu'il était hyper, instructif. Génial. Bah écoute, merci, super. Voilà. Et j'ai beaucoup aimé aussi celui, alors je sais plus, c'est Maison 1634, Oui, tout à fait. qui est à Pézena. J'ai beaucoup aimé parce que pareil, j'ai trouvé que c'était hyper constructif et hyper, intéressant d'avoir, le retour un an après, tu vois? Bilan de la première Ouais. année, bah, c'est ce que je t'avais dit, je crois que je t'avais envoyé un message d'ailleurs et j'ai trouvé ça hyper, hyper bien de voir aussi l'expérience d'un jeune créateur, si je peux dire. Et Mais oui, parce ouais, tout que à fait. enfin, voilà, parce que du coup, je me suis vachement reconnue dedans aussi, Et oui, tu t'identifiais plus, ouais. oui, C'est tout à fait. effectivement ce que j'essaye de faire un petit peu à tout stade. Tu vois, il y avait aussi Au Petit Toir, qui était ce que j'appelle les jeunes pousses, quoi, qui se lancent récemment, et comme toi. Et j'essaye un petit peu de trouver voilà, à tous les stades avec juste une année d'exercice ou plusieurs années, parce que forcément, les projets et les activités évoluent aussi au même rythme. Donc, c'est toujours intéressant d'avoir un petit peu ces différents points de vue. En tout cas, j'espère. Oui, carrément. Mais de toute façon, enfin, ils sont tous super intéressants et même les conseils pro, enfin, tu vois, celui avec la comptable, je me souviens, hein, j'étais en train de poser mon carrelage dans le toilette du bas et j'ai tout dévoré en me disant: «Ah ouais, trop bien, OK, OK, on va faire ça». Enfin, c'est bien. Trop chouette. Ah bah écoute, merci beaucoup, ça me fait très plaisir. Est-ce que tu peux nous citer les marques de linge de maison et de literie que tu as choisies? Sur la literie, on est sur Simons, c'est la collection Suite Nature parce que c'était important pour nous que ce soit du français Mhm, et du naturel. Et pour le linge de lit, on travaille avec Doransou, qui est une petite marque et qui est une marque, c'est hyper familial. C'est du linge de lit, donc c'est du métis lin coton bio mhm. et c'est naturel, c'est des couleurs douces. Enfin voilà, la démarche derrière l'entreprise est hyper raisonnée, hyper sensée, hyper belle. Enfin voilà. J'aime Magnifique. beaucoup cette marque. Ben ça s'entend. Ben ouais, ils sont super gentils, et nous là, on a réussi à avoir ça, c'est trop cool. En fait, on a un code de réduction qu'on donne à nos clients et comme ça, ils bénéficient de 15 de réduction et nous, on a aussi un petit coup de pouce, sur les chiffres d'affaires qu'eux vont faire grâce à ce code de réduction-là. Et oui. Ah ben écoute, ça c'est génial. Ouais, j'adore quand il y en a de plus en plus qui font ce petit partenariat-là comme ça, qui développent. Je le connaissais déjà avec Embrun. Je sais que Cosme est en train d'y travailler, d'autres aussi. Donc ouais, c'est une chouette initiative. Ouais, carrément, c'est trop bien. Alors on arrive déjà à la fin. Oh non, déjà. J'ai deux dernières questions, mais tu les connais déjà. La première étant, dans quel établissement tu aimerais séjourner le temps d'un week-end? Alors, c'était très, très difficile de choisir, hein. Franchement, elle est hyper dure cette question. Surtout là, c'est Oui, tout le l'été. monde me dit, hein. J'ai choisi l'établissement Comète Saint-Lunaire parce que c'est des gens qui sont venus séjourner à la maison et je connaissais pas leur établissement avant et du coup, j'ai découvert les personnes avant de découvrir, pardon, l'établissement et ça a l'air trop chouette. C'est des chambres d'hôtes et un restaurant et ça a l'air juste trop bon. C'est en Bretagne et tu vois, là, j'irais bien voir la mer en Bretagne et passer quelques jours là-bas. Voilà. Mais il y en a tellement d'autres. Ah d'accord, bon, on note Comète Saint-Lunaire, tu nous as dit, hein, Oui, c'est ça. tout à fait. Et génial, et les coordonnées seront dans les notes de l'épisode. Et ma toute dernière question, pour finir en musique, c'est quel titre illustre le mieux le parcours ou l'état d'esprit de Maison le Détour? Eh ben, on a choisi avec Paul la chanson Lucky Star de Madonna. Oh yes! I like it. Oh, trop chouette. Écoute, merci beaucoup, Pauline. C'était vraiment un plaisir d'échanger avec toi. La prochaine fois, on fait avec Paul. Forcément, il faut qu'il s'incruste. Ah bah oui, oui, Et carrément. puis, je te souhaite une très belle saison, une très bonne continuation. Et puis, j'ai hâte de suivre encore la suite des aventures sur le compte Instagram. Merci beaucoup pour ton temps. Eh ben, merci beaucoup à toi, c'était chouette. Merci encore. Baby, you know, starlight, starbright, the star I do to
Faut pas partir comme ça. Avant de se retrouver pour un prochain épisode, je vous invite à laisser un avis et 5 étoiles sur Apple Podcast ou à m'identifier sur Instagram. Promis, maintenant j'arrête de parler.